Bonjour à tous, c'est Ludivine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter mon bilan du mois d'avril et du mois de mai. Je vais vraiment essayer d'être le plus concise possible parce que j'ai 8 livres à vous présenter, j'ai pas envie de faire une vidéo de 15 minutes, donc je vais vraiment essayer d'aller le plus vite possible. Je vous renvoie sur mon blog pour aller voir les chroniques, malheureusement je suis en retard, donc en publiant un article par semaine, alias chronique sur le blog, évidemment je prends du retard. Et je pense qu'en seulement août, je serai à peu près dans les temps. Donc ne vous inquiétez pas, les chroniques arriveront sur le blog, mais il faut quand même le temps que je les publie, que je les fasse, ce genre de choses. Le premier livre que j'ai à vous présenter, lu en avril, c'est un magnifique objet livre. Il s'agit des chroniques de World of Warcraft. C'est donc le volume 1 des éditions Panini, fait par Entertainment Blizzard, ce genre de choses, ou Blizzard Entertainment. Il s'agit donc de fantasy. À l'intérieur, vous avez une superbe encyclopédie avec une histoire très riche à propos de World of Warcraft. Une histoire riche et complète accompagnée de magnifiques illustrations. Ce livre, je le conseille vraiment aux fans, il est très accessible aux fans, il peut aussi être bien pour une personne qui ne joue pas au jeu, mais si vous vous intéressez pas vraiment à l'univers Warcraft, notamment World of Warcraft, je vois pas trop l'intérêt de lire ce livre, à part qu'il est super joli. On continue avec le même univers puisque cette fois il s'agit d'un livre sur un personnage charismatique et important dans l'univers de World of Warcraft. Il s'agit du personnage d'Illidan. Donc ici c'est un livre de William King aux éditions Castlemore. Le récit commence après l'exil du traître alias Illidan en Outre-Terre et se termine à sa chute. J'ai vraiment beaucoup aimé découvrir plus en profondeur l'histoire d'Illidan, ses motivations notamment. Illidan Hurlerage est vraiment un personnage charismatique, complexe et très difficile à cerner je trouve. Le lecteur ainsi que ses proches, ceux qui sont autour de lui, ont tendance à se demander mais est-ce qu'il est du bon côté? Est-ce qu'il fait les bons choix? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ça n'a aucun sens. Et vraiment dans ce livre on apprend vraiment à comprendre ses motivations et à comprendre pourquoi il fait ces choses-là de cette manière. C'est un livre sur Illidan, mais il y a également un autre personnage qui arrive, un petit peu un autre personnage principal dans l'histoire. Il s'agit de Maiev Chantelombre. J'ai trouvé ce personnage détestable et buté. Elle est absolument obsédée par Illidan. Elle est obsédée par le fait de vouloir le revoir emprisonné. Elle ne voit vraiment que ça, vouloir l'attraper et le mettre à nouveau en cage. Seulement voilà, tous les gens qui sont en face d'elle lui disent clairement arrête ton obsession et vois les choses en face. De toute façon, il est trop fort, on peut rien faire et pour l'instant, on a d'autres chats à fouetter que de s'occuper d'Illidan. C'est une lecture vraiment rapide, fluide et très rythmée. Il y a vraiment une très bonne description de l'univers, des personnages et notamment des batailles. Je pense que ce livre est vraiment, encore une fois, parfait pour les fans, parfait pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser un peu plus sur l'histoire et notamment au personnage d'Illidan, pourquoi il a été enfermé, qu'est-ce qu'il a fait et surtout comprendre le point de vue d'Illidan. Je pense, moi c'est vraiment ça qui m'a plu dans ce livre, c'est comprendre les motivations d'Illidan. Par contre, ça risque de ne pas plaire aux personnes qui ne jouent pas au jeu, étant donné qu'il y a quand même certains détails qui manquent, certains détails que l'on peut avoir dans le jeu. Moi, du fait que je joue, je sais à peu près, j'ai les images en tête, je m'aide en fait du jeu pour me faire les images. Et pour le coup, peut-être que sans être un joueur, nous aurons peut-être plus de mal à se mettre dans l'univers. Ensuite, j'ai lu une suite de sagas, il s'agit de Shades of Shadow de V.E. Schwab aux éditions Lumen. C'est encore une fois un livre fantasy. On retrouve les mêmes personnages que dans le tome 1. Pour vous resituer un petit peu, il y a 4 Londres, le Londres rouge, le Londres noir, le Londres blanc, le Londres gris. Lila, le personnage principal, vient du Londres gris, si je ne me trompe pas. C'est le Londres où il n'y a pas de pouvoir, voire très peu. Il y a également le Londres blanc où là, il n'y a pas du tout de pouvoir. Excusez-moi si je me trompe, si j'inverse les deux. Le Londres rouge où là il y a profusion de pouvoir, où vraiment tout le monde est magique. Et le Londres noir qui a été totalement délié de tous les autres Londres parce qu'il a été détruit par la magie. La péripétie du tome 1, grosso modo, c'est l'histoire de Kel qui est un Antari. Il peut se transporter d'un monde à l'autre et il est l'un des derniers de son espèce. Ce qu'il fait, malheureusement, il fait une sorte de trafic et il va ramener un jour une pierre noire dans son propre monde, le Londres rouge. Et là, il va y avoir panique à bord. Cette pierre noire est vraiment très mauvaise et finalement, il va quand même s'en falloir de peu pour que le Londres rouge survive. Lila, dans tout ça, elle est un personnage qui n'est pas censé avoir de pouvoir, sauf que là, il s'avère qu'elle a pu passer d'un monde à l'autre avec Kel. Et donc, dans le tome 2, elle se retrouve dans le Londres rouge. Dans ce tome, donc, on a des personnages qui ont beaucoup évolué et j'ai beaucoup apprécié Lila, qui est très déterminée, très forte et très courageuse et notamment très indépendante. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle aimerait avoir son propre bateau à elle et que finalement, elle voit un peu son capitaine au début comme quelqu'un
qu'elle veut remplacer. On a également dans ce tome une sorte d'inversement des rôles. D'un côté, Lila avant était vraiment pas libre, elle était enchaînée à son monde, elle ne vivait pas du tout la vie qu'elle aimait. Or ici, on la retrouve vraiment sur la mer, elle fait exactement ce qu'elle veut et elle est totalement épanouie. Au contraire qu'elle, après les péripéties du tome 1, se retrouve confinée au château. Il n'a plus la confiance qu'il avait auprès de ses parents, la reine et le roi. Et donc lui qui était libre de ses mouvements à aller d'un endroit A à un point B avant, se retrouve totalement enchaîné au château et carrément surveillé. Dans ce tome, nous avons un nouveau personnage, notamment Alucard, c'est le capitaine de Lila. Mais on se rend vite compte que finalement il n'est pas comme tout le monde, il comprend très vite qu'elle parle très bien anglais, la langue du Londres rouge, la langue du haut peuple si vous voulez. Mais il n'y a pas que ça, il n'est pas seulement le capitaine de Lila puisqu'il est également très proche de Ri et ennemi de Kel. J'ai trouvé l'intrigue vraiment très bonne, les péripéties sont là, elles sont présentes. C'est original et j'ai adoré le jeu Lesson Tar qui est présent dans ce livre. Il s'agit d'un jeu qui réunit les meilleurs magiciens des 3 royaumes du Londres rouge. Et ce jeu va clairement permettre au lecteur de voir encore une fois l'ampleur de l'imagination de l'auteur. L'univers est captivant, le récit est immersif, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, je vous conseille que ce soit le tome 1 ou le tome 2. J'ai vraiment adoré cette histoire. J'ai également beaucoup apprécié que ce tome soit un peu plus tourné sur Lila et ses nouvelles capacités. Je vais désormais vous parler de 2 lectures que j'ai faites à la suite. Il s'agit donc de Cœur Guimauve et Cœur Mandarine de Cathy Cassidy aux éditions Pocket Jeunesse. Il s'agit donc du tome 2 et 3 de la saga Les filles au chocolat. Ces livres, c'est clairement de la jeunesse, c'est visé 12-13 ans à peu près. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans chaque tome, nous avons un sujet très difficile qui est abordé et qui est vraiment important, je pense, à aborder avec des adolescents, adolescentes. Dans ce tome 2, nous avons Sky qui ne sait plus où est sa place. Et dans le tome 3, nous avons l'anorexie de Summer qui vit un véritable trouble alimentaire qui est quand même un sujet très sensible, très délicat et assez tabou et que malheureusement beaucoup de jeunes peuvent vivre aujourd'hui. Sky est vraiment attendrissante et touchante, elle ne se rend pas du tout compte de sa vraie valeur, elle ne se rend pas du tout compte que finalement sa différence fait vraiment sa force. Dans ce tome 2 finalement nous suivons le processus de compréhension de Sky. Sky qui fait des découvertes mystérieuses donnant vraiment un côté fantastique à l'histoire. Le tome 3 sera beaucoup plus centré sur Summer. Summer, c'est donc l'une des 2 jumelles de la fratrie. Et son rêve à elle, c'est vraiment de devenir danseuse étoile. Elle rêve de pouvoir danser depuis toute petite, depuis aussi loin qu'elle se souvienne. Et elle a un concours en approche pour entrer dans son école, dans l'école qu'elle veut, qu'elle souhaite, afin de devenir danseuse. Je rappelle donc que la saga Les filles au chocolat suit chaque tome une sœur de la fratrie. Donc ce ne sont que des filles. Donc nous avons la Summer et Sky, les jumelles de la fratrie. Pour ce tome 3 avec Summer, Summer n'est pas du tout anorexique quand le lecteur la découvre. Vraiment, le lecteur va suivre son évolution, comment elle entre dans ça, comment elle devient finalement anorexique, comment elle, sans vraiment s'en rendre compte, va commencer à avoir ce trouble alimentaire. Ça commence simplement par surveiller son alimentation parce qu'elle ne veut pas grossir pour son concours qui approche. Finalement, ça finit par être une totale obsession parce que même en ayant la peau sur les os, cette pauvre enfant de 12-13 ans va se trouver extrêmement grosse. Et finalement, chaque personnage autour d'elle qui souhaite vraiment l'aider, qui lui donne des conseils, qui lui dit il faut que tu manges, elle ne le voit pas du tout d'un bon œil. Elle va plutôt avoir tendance à se dire oui mais si tu veux me faire manger c'est pour que je rate mon concours, c'est pour que je grossisse, ce qui n'est absolument pas le cas. Dans ces livres nous avons vraiment une famille unie, des personnages qui sont soudés à part Honey, la grande sœur de cette fratrie qui finalement au fur et à mesure dans le tome 3 on la découvre un petit peu avec Summer et on découvre finalement que cette fille de 15-16 ans, peut-être 17 je sais plus, ne réagit pas mal sans aucune raison. Le style d'écriture est simple mais c'est normal puisqu'ici on vise vraiment les 12-13 ans et l'autrice arrive vraiment à parler d'un sujet très lourd, très sensible en laissant surtout une légèreté dans ses œuvres. Je pense vraiment que cette saga devrait être lue notamment par des jeunes pour pouvoir les aider, surtout pour le trouble alimentaire. C'est vraiment celui qui pour l'instant m'a le plus marqué parce que je pense que des jeunes peuvent vraiment être aidés et peuvent peut-être comprendre dans quoi elles s'avancent si elles vont dans cette voie-là et surtout elles peuvent comprendre que les autres autour d'elles ne sont pas là pour les enfoncer mais surtout pour les aider. Ces 2 tomes nous font donc comprendre qu'on n'a pas besoin des autres pour exister, on n'a pas besoin d'être pareil que les autres pour exister et surtout on n'a pas besoin d'être hyper mince pour être belle. Cette fois-ci, je passe à du fantastique jeunesse avec Miroir de Mélissa Bellevigne aux éditions Hachette.
Nous avons dans ce tome les 3 mêmes personnages. Nous avons donc Lisa, Judy et Alwyn. Nous arrivons dans ce tome, Judy est à l'hôpital, elle a accouché, elle ne veut pas voir son enfant et finalement Lisa, la psychiatre, va se rendre compte que Judy n'a pas totalement halluciné et n'a pas totalement rêvé Alwyn. Dans ce tome-ci, grâce à Judy, Lisa va vraiment vivre son rêve de mère, mais à quel prix, puisqu'on voit que finalement elle aurait été heureuse avec un enfant, mais ça ne se passe pas tout à fait comme elle l'aurait désiré. Son mari l'a quittée et elle n'a pas dormi depuis des mois parce que le bébé n'arrête pas de pleurer et ne dort pas. Judy de son côté se remet doucement de ses hallucinations, elle se dit que finalement elle a accepté son traitement, elle a accepté les médicaments, elle a accepté que tout était faux, que c'est elle qui a tout inventé. Mais finalement, suite à une enquête, un commissaire, ou je sais plus comment on l'appelle, un monsieur policier en gros, va venir et va dire que cette Judy n'a pas du tout été violée. En tout cas pas au moment où on l'a retrouvée totalement amochée à la fin du tome 1. Alwyn dans ce tome est un peu plus réel que dans le tome 1 puisque là on a vraiment le point de vue d'Alwyn et pas seulement le point de vue de Judy à propos d'Alwyn. Les personnages et les lecteurs le rencontrent enfin. Dans ce livre, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait différents points de vue. On a le point de vue de Lisa, on a le point de vue d'Alwyn, mais surtout on a un point de vue nommé E. Pas tout à fait au début, mais pas non plus à la moitié du livre. Et dans ce E, c'est grosso modo là où on va vraiment voir, dans les hallucinations de Judy, la rencontre entre Alwyn et Judy. J'ai donc beaucoup apprécié ces changements de point de vue parce que l'autrice a vraiment réussi à intégrer le changement de point de vue au bon moment sans être frustrant, mais plutôt en laissant le lecteur désireux de voir la suite. Le seul bémol au tableau pour moi dans ce livre, c'est vraiment l'épilogue. J'ai pas compris pourquoi avoir fait ça. L'autrice avec cet épilogue nous laisse avec beaucoup de questions. J'aime pas spécialement les fins ouvertes qui nous laissent spéculer sur la fin. C'est donc pour moi un très bon moment de lecture avec ce livre que je vous conseille. Mais attention, ce livre, j'ai eu quand même beaucoup de mal à me replonger dedans, à me souvenir du tome 1 sans avoir lu du coup le tome 1 juste avant. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à me replonger dans l'histoire, à me souvenir de ce qu'il s'était vraiment passé pour Judy et tout ça. Donc peut-être qu'il serait mieux de relire le tome 1 avant pour mieux apprécier sa lecture. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'After d'Anna Todd aux éditions Hugo Roman, c'est donc le tome 3. J'ai encore une fois trouvé ma lecture hyper addictive, j'ai pas pu m'arrêter de lire, j'ai voulu continuer. Et à côté de ça, le couple m'énervait au plus haut point. J'ai clairement eu l'impression qu'Ardine ne voulait pas se remettre en question, qu'il était très buté et surtout il ne voulait pas écouter ce que Tessa lui disait. Il ne voulait pas écouter le fait que Tessa lui dise « Bon ok, je te fais un compromis, on essaye comme ça d'abord et ensuite si vraiment ça va pas, on fait comme tu veux. » Ce qui me paraît être un bon compromis. Or lui, il n'y avait aucun compromis possible. Finalement, dans ce livre, il voulait juste faire ce que lui voulait et c'est tout. J'ai également très peu apprécié le fait qu'Ardine ne laisse pas passer des choses que Tessa fait, alors que Tessa, elle, n'aurait juste pas le choix de supporter ces choses-là. Elle les a supportées et je trouve ça vraiment injuste. Donc les personnages, même Tessa ici, m'ont beaucoup énervée. Ça a été très long pour moi de ce côté-là, alors qu'à côté de ça, ma lecture était hyper addictive. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait, mais là pour le coup, j'ai vraiment trouvé ma lecture addictive. Je pouvais, dès que je m'arrêtais, il fallait que je continue ma lecture, alors qu'à côté de ça, les personnages me plaisaient pas plus que ça et je me dis, ils n'évoluent pas dans leur relation malheureusement. Le style d'écriture est encore une fois très simple, il s'agit ici quand même de jeunesse, young adulte, new romance. Avec ce style d'écriture très simple, évidemment, la lecture se fait très rapidement, je sais plus en combien de temps j'ai lu ce livre, mais quand même assez vite. Malgré le fait que les personnages m'aient quand même assez saoulée, j'ai quand même adoré l'histoire, j'ai adoré ce qu'il s'est passé et j'ai adoré voir qu'Ardine finalement évolue, Ardine finalement au bout d'un moment se rend compte qu'il faut qu'il se remette en question. J'ai aimé voir la façon dont le processus s'est fait finalement. Donc je compte bien lire la suite, je compte bien terminer cette saga un jour en espérant que la prochaine fois, dans les prochains tomes, vraiment leur relation évolue et surtout Ardine évolue. Je termine avec un livre historique de Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis aux éditions Pocket. Dans ce livre, vous allez rencontrer une famille Homo sapiens qui vit donc à la période préhistorique, mais surtout qui finalement mentalement est beaucoup plus moderne qu'on ne le peut penser. C'est donc ici un contraste très saisissant entre l'humour et l'histoire qui se situe donc dans la préhistoire. On a ici un vrai contraste entre la préhistoire et le monde moderne puisqu'on a des personnages qui vont, si vous voulez, interpréter des personnes de notre monde d'aujourd'hui. Nous allons donc avoir par exemple un personnage qui n'aime pas l'évolution, qui va toujours dire non, c'est pas bien de faire ça, on va dans le pire, on va dans le mal, un peu comme aujourd'hui on pourrait le voir pour par exemple les robots.
On va avoir un personnage qui, lui, au contraire, va toujours vouloir évoluer le plus possible. Ici, c'est le père de famille qui va vouloir toujours avoir le feu. Il va réussir à trouver comment alimenter un feu. Ensuite, comment allumer par soi-même un feu et non pas se déplacer tout le temps à un volcan pour allumer son feu. Ensuite, il va découvrir l'arc et c'est en gros vraiment le monsieur qui se rend compte de toute l'évolution, de toutes les possibilités possibles. Dans ce livre, l'humour rend vraiment l'atmosphère déjantée, je trouve. C'est assez saisissant, ce contraste entre ces personnages qui ne devraient même pas parler et qui finalement parlent. On a également le fait que les personnages sachent des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Par exemple, l'un veut découvrir l'Amérique à tout prix, alors que si l'Amérique n'était pas découverte, on ne devrait pas savoir qu'elle existe. L'autre veut absolument passer du Pléistocène, je sais jamais le dire. Mais en gros, il veut passer à la période qui suit la sienne et là, il se rend compte que finalement, ils sont pas du tout en avance sur leur temps, ils sont encore en retard. Les situations dans ce livre sont très comiques et surtout très parlantes, je trouve. J'ai beaucoup adoré ça. Enfin, j'ai beaucoup apprécié la passion de l'auteur, ressentir l'envie de partager vraiment ceci et de partager son savoir finalement de façon légère. Je regrette donc que ce livre ne soit pas un peu plus connu aujourd'hui, notamment auprès des jeunes, afin de leur faire connaître un peu plus l'univers préhistorique, comment vivaient les hommes à cette époque-là, même si ici c'est de façon totalement humoristique. Donc pour moi une lecture très agréable à lire et relire sans modération. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me partager en commentaire vos avis sur les livres que vous avez pu lire parmi ces 8 livres ou me dire si vous avez envie de lire prochainement ou non et pourquoi non. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et vous dis à la prochaine.